Salutations chers auditeurs spectateurs, c'est Vérité à venir et nous nous retrouvons pour parler du conflit israélo-palestinien qui petit à petit s'étend sur toute la planète et arrive également en France. Il y a des conflits qui commencent à s'organiser et je tenais à aborder ce sujet en présentant d'abord comment est né ce nouvel Israël. Puisque avant que ce soit Israël, c'est la Palestine et selon moi, avant la Palestine, il y avait un ancien Israël. D'accord ? Après, ce qui s'est passé au fur et à mesure de l'histoire, on va l'examiner un peu avec Arthur Balfour et la déclaration Balfour, avec les Rothschild également, et leur importance des Rothschild avec leur ville Césarée, qui était en Palestine avant que ce soit l'Israël, et qui utilisa le travail des Arabes pour se développer et par la suite finalement amener à la colonisation. On reviendra un peu sur ça et on va tenter de comprendre pourquoi ce peuple-là, en particulier, semble comme ça ne pas pouvoir être avec d'autres populations. En tout cas, c'est ce qu'on laisse entendre au fur et à mesure de l'histoire. Vous avez eu Isabelle la catholique qui les avait fait partir de son pays, et puis on a eu après les mouvements séfarades et ashkénazes. On a eu au fur et à mesure comme ça de l'histoire l'antisémitisme qui est monté à certains moments, et la France qui avait tendu la main à cette population, donc aux Juifs, en leur offrant la nationalité, en leur offrant la possibilité d'obtenir une identité, et pourtant des discours de sionistes qui disent que nous ne pouvons pas nous mélanger, c'est-à-dire que les chrétiens ne peuvent pas être avec les Juifs, ne peuvent pas être avec les musulmans, en fait que les Juifs sont censés être à part, d'accord? Et ce qui est très intéressant dans ça, c'est Herzl, qui était censé, donc avec Balfour et les Rothschild, établir quelque part un foyer pour les Juifs, donc selon une religion, selon une communauté, il y a eu plusieurs propositions pour les sortir de l'horreur, puisque à l'époque, il y avait l'antisémitisme qui était grandissant en Europe, dû à cette Allemagne nazie, qui elle-même occupait le territoire français à un certain moment. Ça, c'est important à comprendre. Et donc Herzl avait la possibilité de sauver ses comparses, si je puis dire, en tout cas ceux de sa communauté. On lui a comme ça proposé plusieurs villes, plusieurs endroits, mais là n'était pas le projet. Le programme de certains, c'était, quitte à ce qu'il y ait toujours plus de morts, donc là en l'occurrence dans leur communauté juive, même si le massacre ne s'est pas arrêté à cette communauté, hein. Il y a eu les Noirs, il y a eu les Tziganes, il y a eu les résistants français et d'autres résistants encore qui ont été sacrifiés durant cette période de la Seconde Guerre mondiale. Après ça, on a eu le jugement à Nuremberg. Donc normalement, le code de Nuremberg aurait dû amener comme ça les gens à réfléchir, à se dire pourquoi vouloir établir un foyer pour les juifs alors que maintenant nous sommes tous en accord sur des lois qui seraient entre guillemets universelles, le respect des humains, le respect du consentement libre et éclairé, et pourtant aujourd'hui ça n'est plus respecté. Et ça n'est plus respecté que pas envers une communauté, hein. Ça n'est plus respecté envers toutes les communautés. Donc intéressons-nous à ceci. En 1917, on a Arthur Balfour, alors ministre britannique des Affaires étrangères, qui écrit une lettre à Lionel Walter Rothschild, un dirigeant de la communauté juive britannique. Dans cette lettre, Balfour s'engage à ce que le gouvernement britannique facilite, je cite, l'établissement d'un foyer national pour le peuple juif en Palestine. Donc là, on observe dès le début, en tout cas selon certaines personnalités très influentes et importantes, que leur objectif n'est pas de sauver le peuple juif et puis comme ça d'établir un territoire ou d'établir une ville. Non, leur objectif c'est Sion. Et ça malgré l'avertissement et malgré le refus de certains rabbins qui vont leur dire ah non. Le retour en terre d'Israël, selon eux, en tout cas selon leur conception, ce retour-là, il doit être offert et doit être mis en place par le Créateur, par Dieu. Ce n'est pas nous, en tant qu'humains, qui devons intervenir comme ça et décider de quand on retournera là-bas. Puisqu'il y a eu toute une histoire, vous n'êtes pas censé l'ignorer normalement, qu'il y a eu comme ça les Babyloniens qui sont attaqués au peuple juif qui était... Alors, ce n'était pas le seul peuple qui était là-bas, au niveau de la Palestine ou l'Israël, ancien Israël, si je puis dire. Il y a eu donc les Babyloniens, il y a eu les Perses, et il y a eu bien d'autres encore attaques comme ça. Il y a eu l'établissement de deux monuments très importants. Il y a eu le premier temple détruit et le second temple qui sera également détruit. Et là, il y a l'objectif du troisième temple dont on parlera peut-être en fin de direct. Mais on voit comme ça que, en tout cas dans la proposition qui nous est faite, c'est comme si le peuple juif avait été viré de chez lui et devait y retourner.
Voyez-vous, comme s'il n'y avait plus de juifs donc en Palestine à un certain moment. Alors que ce n'est pas le cas, il y avait bien des juifs établis. Preuve en est, même les Rothschild avaient carrément une ville, Césarée. Et ils l'ont toujours, mais aujourd'hui, elle est entre leur famille et Israël, l'État d'Israël. Donc ça, c'est très important, puisque c'est par ce développement de l'agriculture, par ce développement de certaines entreprises sur ce territoire-là, que ça va permettre après de faire venir petit à petit, depuis 1917 et puis les années qui vont suivre, quelques bateaux de juifs qui vont s'installer, qui vont comme ça au début être sur le bon mouvement, c'est-à-dire on est tous ensemble, on est tous amis, et donc ils vont faire travailler les Arabes et d'autres populations qui peuvent être présentes à ce moment-là en Palestine majoritairement. Et puis on a ce mouvement sioniste qui lui se met dans la brèche, hein, se met dans cette idée d'établissement d'un foyer national pour le peuple juif, donc en Palestine, afin que ça devienne Israël, que Jérusalem leur appartienne quasiment, puisque c'est l'objectif souhaité. Et tout ça ne peut pas se faire sans l'éclosion de guerre et sans l'effusion de sang. Donc, on va avoir comme ça des sacrifices. Et comme je vous le disais avant que ma précédente vidéo, mon précédent direct soit coupé, j'avais fait une vidéo dont je vais vous parler juste après. Donc là, on a une lettre qui est connue en fait sous le nom de déclaration de Balfour. Voilà, c'est cette vidéo, je crois que c'est la seule vidéo où j'ai parlé du sionisme, puisque c'était un sujet que je ne souhaitais pas forcément traiter, ma priorité étant quand même ce qui se passe en France et en Europe, mais néanmoins c'est important parce que ça mène à des conflits, à des politiques qui nous impactent nous aussi. Donc là, à l'époque, je faisais un reproche à 2-3 intervenants en leur disant « Pourquoi parlez-vous de Théodore Herzl vaguement, sans préciser que son premier objectif était de sauver les Juifs de cet antisémitisme, mais que d'autres n'avaient pas le même objet, puisqu'en réalité, ils avaient cogité à aller coloniser un pays. » Voyez-vous, donc ce n'était pas sauver une population, et ça c'est important. Et deuxièmement, ce qui est grave, c'est certains discours qui ont été tenus par des Herzl et compagnie qui expliquent que leur population, donc leur communauté juive, donc là on n'est pas sur le sionisme, mais la communauté juive en globalité, ne peut pas se mélanger à d'autres populations. Alors que ce n'est pas vrai, puisqu'on peut démontrer le contraire aujourd'hui. En France, par la nationalité qu'ils ont pu obtenir, l'identité qu'ils ont pu obtenir, il y en a encore qui sont très bien installés, qui vivaient très bien, jusqu'à ce qu'il y ait certains conflits qui soient importés. Et en général, les conflits qui sont importés, c'est prioritairement ce qui se passe par le sionisme. Donc un conflit qui n'aurait pas eu lieu si ces populations-là s'étaient dit « Maintenant c'est bon, nous avons passé l'horreur malheureusement ». Nous avons tous passé l'horreur, pas que les juifs, les résistants, mais également les noirs, les tziganes, etc. Nous avons tous passé l'horreur. Donc maintenant que nous comprenons qu'il ne faut plus reproduire ceci, nous pouvons tous cohabiter ensemble. Puisqu'il n'y a plus jamais ça. Il est prégnant, il est présent, il est enseigné dans les écoles, et il est partout dans la société, il y a des mémoriels, etc. Alors, pourquoi vouloir absolument élargir une communauté? Et on va le voir par la colonisation. Alors on me dit, le son est léger, alors je vais essayer comme ça, très pénible à écouter quand même, mais bon, j'augmente le son en espérant que ce soit mieux pour certains, et sinon n'hésitez pas à... Salut Andrea, salut Raph, salut Recherche et Archives, et merci Martine pour ton retour sur le son, j'espère que ce sera mieux comme ceci. Voilà. Donc je continue, en espérant que le début était audible. Lorsque j'ai parlé du sionisme, j'ai donc pris ce document de Jean-Pierre Alem, la déclaration en tout cas Balfour aux sources de l'État d'Israël, et donc la mémoire du siècle 1917 jusqu'à ce qui s'en est suivi. La première guerre israélo-arabe a éclaté un jour après la création de l'État d'Israël. Les forces en présence étaient celles de l'Égypte, de la Syrie, de la Jordanie, de l'Irak et du Liban. Les Arabes ont perdu la guerre à ce moment-là. Plus de 500 villages, villes et cités palestiniens ont été détruits. On estime à 750 000 le nombre de Palestiniens chassés de chez eux. Les Palestiniens sont soudain devenus apatrides et la terre qui s'appelait Palestine avant 1948 est devenue l'Israël d'aujourd'hui. Sur ça, je vous dis, c'est devenu la nouvelle Israël. Puisque avant qu'on ait cette population arabe et après par la suite qui devient musulmane, oui, parce que les musulmans apparaissent au 7e siècle, mais ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas une population arabe. C'est là où il faut bien faire le discernement entre les deux. Il y avait une population arabe qui était présente, une petite population chrétienne également, et des juifs qui étaient présents sur ce territoire. Et après, il y a eu des conflits qui se sont entamés. Donc là, à la suite de cette colonisation par le traité de Balfour, par le sionisme qui, quelque part, en tout cas, arrive à vaincre les politiques, arrive à vaincre
l'esprit collectif, on a l'État d'Israël qui voit le jour, et il me semble, avec 54% des terres, voyez-vous, pour qu'ils aient un peu plus de puissance, entre guillemets, dans les décisions. Donc le conflit israélo-palestinien n'a cessé de se compliquer depuis lors. Je vous mets la carte parce que souvent on a l'inverse. On a ce qu'était Israël au début et ce qu'elle représente maintenant. Moi, je préfère plutôt vous mettre ce qu'était la Palestine, donc en 1920-1948, ce qu'elle est devenue entre 48 et 67, en 67-95, et enfin, très récemment, ce qu'il en reste. Donc là, on a une vision qui est d'autant plus parlante, voyez-vous, l'effacement qui s'est fait comme ça, l'érosion petit à petit, et aujourd'hui, l'une des parties les plus importantes, et on va dire les plus solides, les plus compactes, la plus compacte même, c'est au niveau de Gaza. Là où est le problème aujourd'hui, voyez-vous. Une fois qu'Israël fait sauter déjà la partie de Gaza aux Palestiniens, eh ben, il ne reste plus grand-chose puisque le reste de terre palestinienne n'a même plus accès à la mer. Donc pour le commerce et pour tout ce qui s'ensuit, c'est encore plus compliqué que ça ne l'était. C'est-à-dire que peu importe, en fait, ils sont encerclés et tout commerce, toute marchandise et compagnie passerait du coup par des territoires israéliens qui à tout moment pourraient imposer de la taxe ou pourraient faire pire que ça, voyez-vous, pour absolument affaiblir en tout cas ce qui reste des Palestiniens. Donc là, on a après les Arabes pour les frontières de 1967. Israël a mené 4 autres guerres contre les Arabes en 56, en 67, en 73 et en 82 et en est toujours sorti, en tout cas, victorieuse à chaque fois. Israël est sorti victorieux. Les Arabes, qui ont rejeté le plan de partage des Nations Unies en 1948, sont désormais prêts à n'accepter que les terres supplémentaires qu'ils ont perdues lors de la guerre des 6 jours en 67, à savoir Gaza, la Cisjordanie et Jérusalem-Est. Toutes les initiatives de paix entre Israël et la Palestine ont été mises de côté après avoir été rendues inutiles. Les deux parties restant ont concentré sur le cycle de violence qui ne cesse de s'intensifier et qui s'étend puisque derrière, on a de la géopolitique. Donc on a le Qatar d'un côté qui est censé comme ça soutenir la politique palestinienne, l'Arabie Saoudite qui est quelque part, qui est même un pays à représentation musulmane, mais qui est dans des engagements avec les Américains et quelque part avec les Israéliens aussi, se retrouve comme ça petit à petit entre des étaux, ça devient compliqué. Donc là on nous dit, elles se sont avérées si fragiles parce qu'elles étaient loin de discuter des questions centrales et les plus épineuses de la Palestine indépendante, de Jérusalem et du retour des réfugiés dont le nombre est estimé à environ 6 millions. Aujourd'hui, les Palestiniens qui restent en Israël représentent environ 21% de la population sur une population totale de 9,73 millions d'habitants. Ce qui signifie qu'il y a des Palestiniens donc, qui ont dû partir. Si maintenant on faisait un retour des Palestiniens, on serait dans une même galère que voyez-vous, que dans ces gens, entre guillemets, sionistes qui pensaient comme ça qu'ils devaient déplacer des populations. Regardons la suite. Donc là, on a la naissance du Hamas. En 1987, on a un soulèvement populaire qui, au début, crée un ras-le-bol de cet effacement de leur pays, parce qu'au début, ils ont été en toute amitié, et puis surtout en toute compassion avec un peuple qui pouvait souffrir, d'accord ? Ce qui peut être entendable, et qui se retrouve aujourd'hui persécuté par ses soi-disant amis qui, en tout cas, ils voulaient aider. Voyez-vous, persécuté par un État. Non pas forcément à la demande du peuple juif qui maintenant est en Israël, puisqu'il n'y a pas que des Israéliens juifs en Israël. Mais, voyez-vous, ce n'est pas le peuple qui appelle forcément au gouvernement à faire ces horreurs-là, ces atrocités. Donc, après, on a eu la naissance du Hamas, du côté palestinien, au début pour un ras-le-bol. Sauf que rapidement, ça va dériver et on va voir qu'il y a des infiltrations. Alors là, je ne vous l'ai pas pris ce soir, mais des infiltrations de certains services, de certains services secrets, comme on pourrait le dire, de certains agents. Alors ça peut être du Mossad, comme on a pu le voir à l'époque, vous savez, avec la militarisation des talibans pour déstabiliser une certaine partie par les Américains. Vous voyez, il y a toujours comme ça ces services étrangers qui, eux, sont bien plus développés puisqu'ils ont bien plus de financement, bien plus de matériel, de personnel humain, qui peuvent après comme ça infiltrer des petits groupuscules et mener à certains désavantages, on va dire, de l'ordre politique, de l'ordre de la compassion des uns et des autres. On va le voir après. Donc en 1987, un soulèvement populaire, connu dans le monde entier comme la première intifada, a éclaté à Gaza contre l'occupation israélienne de la Cisjordanie, de Gaza et de Jérusalem-Est. Le soulèvement a pris fin après la signature des accords d'Oslo en 1993 avec la formation de l'autorité palestinienne AP, en tant que gouvernement
intérimaires jouissant d'une autonomie limitée dans les zones urbaines de la Cisjordanie et de la bande de Gaza. Donc là, si j'ai bien compris après ce qui s'est déroulé, c'est qu'en fait, les autorités palestiniennes ne sont même pas en Palestine, elles seraient pilotées depuis le Qatar et depuis d'autres endroits. Donc déjà, ça pose problème. Et puis, on aurait certains dirigeants qui, grassement payés, font sortir des mallettes et au final, ne sont en rien aussi pour le bien de leur population. Donc, on a un double ou triple conflit, c'est-à-dire à la fois un État israélien qui, lui, n'a que faire. En fait, il veut s'étendre et faire effacer une population pour après dire « ça y est, c'est notre terre, maintenant vous êtes chez nous ». On a de l'autre côté donc des Palestiniens qui, eux, ne sont pas assez structurés, pas assez organisés, et qui, du coup, se retrouvent avec une autorité qui, pour la plupart du temps, vient à comme ça subtiliser l'argent qu'ils pourraient avoir, subtiliser les possibilités de construire, et puis après d'autres conflits qui peuvent comme ça en découler. Donc on nous dit cependant, Israël maintient son contrôle sur la sécurité et sa capacité à effectuer des raids à tout moment. Donc là, c'est ce qu'on va voir après. En 1995, Israël a construit une clôture électronique et un mur de béton autour de Gaza, rompant ainsi les interactions entre les deux territoires palestiniens. Mais c'est surtout rompant les relations entre les populations. Voyez-vous, c'est-à-dire que pour passer, il faut passer par des checkpoints, vous voyez, il y a une militarisation de l'espace public. Et à partir de là, automatiquement, dans les foyers, d'un côté comme d'un autre, ça se radicalise. D'un côté comme d'un autre, vous voyez, ça crée du conflit et il n'y a plus de lien humain. Donc ce n'est plus un nom, un prénom qui se situe face à une personne en face, c'est uniquement une conception. Voyez-vous, d'un côté, le Palestinien, celui qui en fait est prêt à servir le Hamas, prêt à servir ça, vous voyez, c'est ce qu'on veut nous faire croire dans notre tête. Et de l'autre côté, dans l'autre camp, c'est-à-dire du côté des Palestiniens, face à eux, des Israéliens qui pour la plupart sont des sionistes et veulent en fait les détruire. Alors qu'il n'y a pas que ça des deux côtés, voyez-vous. Donc là, après, on a le Hamas qui s'est fait connaître peu après le début du premier soulèvement palestinien en 1987 contre l'occupation israélienne de la Cisjordanie, de Gaza et de Jérusalem-Est. Le groupe s'oppose aux accords de paix d'Oslo, ne reconnaît pas le statut d'État d'Israël, mais accepte un État palestinien basé sur les frontières de 1967. Donc là, c'est le Hamas qui fait ceci. Le groupe a créé une branche militaire, les brigades Izz al-Din al-Qassam, pour mener une lutte armée contre l'occupation israélienne. Ils contrôlent donc la bande de Gaza depuis 2007, là où ils ont leur stock d'armes, là où ils ont également leur possibilité d'entraînement et vous voyez, ils occupent des territoires où il y a de la population pour se protéger eux-mêmes de leur action. Ce qui veut dire par là que en fait, ils peuvent attaquer, comme on le voit, souvent ils envoient des roquettes, ils envoient comme ça c'est pas des avions, mais on va dire c'est des drones équipés de missiles ou équipés en tout cas comment je pourrais expliquer ça, d'explosifs, et ces attaques-là sont parées par ce qu'ils appellent les Israéliens c'est un peu, vous voyez, comme le dôme de fer, quoi. Le dôme de fer, c'est-à-dire que c'est des missiles qui vont intercepter les attaques. Et en échange, normalement, ils sont censés ne pas attaquer puisqu'ils peuvent se protéger. Mais là où c'est grave, c'est que du coup, les Palestiniens, eux, se retrouvent pris au piège. Parce qu'eux, ils voudraient faire entendre leur voix en disant « Écoutez, nous, on veut notre pays, en fait ». Et de l'autre côté, ils se retrouvent récupérés par d'autres qui veulent mener la guerre. Eux, leur objectif, c'est mener la guerre, et ça va plus loin, puisqu'en fait, ce n'est plus uniquement une guerre contre Israël qui s'étend, ce n'est plus une guerre contre un gouvernement. Là, d'un coup, donc un gouvernement qui a une idéologie, donc qui a un parti pris, c'est-à-dire le parti pris, c'est le sionisme. Non, là, pour certains, c'est une radicalité vers les juifs sont nos ennemis. Et ils font directement une diminution, puisque, si je puis dire en tout cas, les juifs, vus dans certaines religions, ne sont pas les amis. D'accord ? C'est-à-dire que les juifs, déjà vus de la vision catholique, ne sont pas les amis, mais dans le monde moderne, ne sont pas nos ennemis non plus. C'est là où il faut comprendre la chose. C'est notamment les marchands du temple, ces gens qui pensent qu'à l'argent, ces gens... voyez-vous, mais ça serait une caricature de dire que tout le peuple juif est comme ça. C'est pour ça que dans la Bible, il y a la différence avec en fait ceux qui sont de la synagogue de Satan. Voyez-vous, ceux qui ont le cœur noirci, ceux qui ont le cœur de pierre, et qui ne pensent même plus à prier le Créateur, qui pensent comme ça tout faire de leurs propres mains. Et c'est là où, en fait, dans le mouvement juif, on a un peu des subdivisions entre ceux qui sont sionistes et eux, coûte que coûte, il faut faire couler le sang, coûte que coûte, on va récupérer du territoire, coûte que coûte, en fait, on fait ça par notre propre moyen, et les autres qui ne sont pas pour faire couler du sang et qui disent, de toute façon, si un jour il y a un retour, c'est le Créateur qui le permet. Si un jour on doit faire ceci, vous voyez, en fait, ils s'en remettent toujours à l'autorité de Dieu. Quand les autres
agissent comme si c'était eux l'autorité de Dieu. Vous voyez, qu'ils étaient en mission et qu'ils étaient en conquête. Bah ça, on le retrouve, donc là je peux vous parler des juifs, mais on le retrouve des fois aussi dans d'autres communautés, chez certains musulmans. Il y en a, ils ne sont pas musulmans à pratiquer le Coran, ils sont dans des courants extrémistes, ce qui est nommé aujourd'hui les islamistes, État islamique, le Daesh, etc., où en fait ils viennent pervertir des écrits parce qu'ils se sentent inspirés d'une mission, et ils viennent salir tous les autres, voyez-vous. Ça c'est important, et il y a eu exactement le même mouvement pour nous les chrétiens avec les croisades. Certains qui sont inspirés comme ça, ils se sont sentis dignes, on va dire, d'une mission et ils devaient aller convertir tout le monde, coûte que coûte. Alors que ce n'est pas ce qui est enseigné. Aime ton prochain comme toi-même, entre guillemets, le libre arbitre qui est enseigné et bien d'autres choses encore qui nous sont mises à disposition dans les enseignements. Donc, chaque mouvement religieux a toujours eu son lot d'extrémistes et malheureusement est venu salir ceux qui sont, on va dire, les plus sages. C'est pas forcément ceux qui font le mieux, le meilleur dans leur action, mais c'est ceux qui sont les plus sages, qui ne veulent pas aller forcément nuire à autrui, qui ne veulent pas forcément faire couler du sang, qui ne veulent pas, voyez-vous, ils laissent le libre choix. Donc là, si je continue, après on voit que ce groupe Hamas contrôle Gaza donc depuis 2007, un territoire d'environ 365 km² où vivent plus de 2 millions de personnes. Et là, ces 2 millions de personnes, ce n'est pas tous des agents du Hamas, loin de là. Après avoir remporté donc les élections législatives de 2006. Et là, je tiens à revenir donc sur le fait qui se passe récemment. Salutations à toi mes lectures, salut Yana, salut petite Marguerite, salut Carlos également. Ça ne vient pas de moi le son, je pense, sur le live de Jean de Rock, on l'entend, bref. Ok, non, bah là le son normalement est mieux, hein. J'ai quand même quelques auditeurs, sinon ça m'aurait été remonté. Donc c'est certainement ton matériel, Martine. Passons. Donc on a eu des attaques du Hamas. Ça a été publié partout sur les réseaux sociaux, repris dans les unes des journaux, et ça a fait les JT pendant des minutes, voire des heures et des heures pour d'autres chaînes. Attaque du Hamas contre Israël, un festival de musique pris pour cible par des terroristes. Donc là on voit comme ça un festival, les gens sont en train de danser, vous voyez, et au fur et à mesure l'horreur qui se présente, les gens en train de cavaler, en train de courir, de crier et compagnie, paniquer, apeurés. Bon, c'est des images qui sont frappantes, des images qui sont choquantes, et les médias automatiquement, alors que ça n'a strictement rien à voir avec le Bataclan, sont obligés en fait de reprendre des images françaises pour, entre guillemets, engager les autres, donc engager leurs auditeurs, spectateurs, à faire un comparatif immédiatement à islamistes, musulmans. Voyez. Alors que derrière, le Hamas est en fait un groupe, oui, extrémiste, mais le Hamas n'a strictement rien à voir avec Daesh. Le Hamas n'a strictement rien à voir avec encore d'autres groupes, Al-Qaïda ou je ne sais quoi. Donc c'est en fait malhonnête intellectuellement de faire un raccourci et surtout d'allier les deux choses. Et d'allier un phénomène, donc là en l'occurrence le Bataclan, où on a eu comme ça un massacre qui était en France, où en tout cas selon ce qui nous était exprimé, c'était inconcevable de pouvoir l'empêcher immédiatement, face à Israël, qui nous est quand même présenté depuis des dizaines d'années comme étant à la pointe de la technologie, au point de surveiller nos présidents, au point de surveiller n'importe qui sur la planète. Voyez-vous, des fois, ils surpassent même les services de renseignement français, ils sont en collaboration avec les services de renseignement américains, donc ils sont à la pointe, et on veut nous faire, en tout cas, entendre, puisqu'il n'est pas question de complotisme, mais on veut nous faire entendre que comme ça, de nulle part, on en a qui sont parachutés avec leur appareil sur le dos, Kalachnikov ou je ne sais quoi encore comme arme, et qu'ils peuvent se pointer comme ça, débarquer avec une opération limite millimétrée, et qu'il n'y a eu aucune intervention. Je trouve ça quand même assez étrange. Vous savez, ça fait penser, alors je vais vous en parler après, de l'autre événement qui s'est passé en France, où on veut, pareil, encore une fois, nous faire un rapprochement avec Samuel Paty. Voyez, comme ça on marque bien l'esprit des gens et comme ça on radicalise bien tout le monde et ça pète les plombs de partout. Et à la fin, ce n'est plus un problème de, par exemple, là si on prend le cas de Israël-Palestine, ce n'est plus un problème avec des sionistes qui sont venus sur une terre et d'autres qui veulent la défendre et malheureusement dans les deux camps des extrémistes. Non, ça vient en fait à basculer un conflit donc sur ce qui se passe en Europe, c'est-à-dire comme il y a eu des vagues migratoires qui ont été orchestrées, hein, qui ne sont pas arrivées par hasard, qui ont été très bien scénarisées, très bien mises en place, et qui aujourd'hui commencent à créer des troubles à l'ordre public, créer comme ça des tensions ethno-religieuses, rapidement, le problème va basculer sur chrétiens versus musulmans.
C'est ça qui est souhaité. Hein. Là, actuellement, ce qui est en train de se faire en France, là, avec la suite du conflit qui s'organise, c'est chrétiens vs musulmans. Moi, je l'ai toujours dit, je me suis toujours positionné. J'ai dit, entre guillemets, chacun pratique. Vous voyez, on ne doit pas se mélanger. C'est-à-dire qu'en amitié, oui, on peut parler de politique, etc. Tout ça, oui. La religion, on ne mélange pas. D'accord. Donc, c'est-à-dire que, en fait, je ne veux même pas connaître, entre guillemets, les pensées religieuses, même si, évidemment, les pensées politiques en découlent un peu. Mais ce que je veux dire par là, c'est que on ne doit pas s'effacer en faisant un mélange, vous voyez, créer une nouvelle religion, où en fait, juifs, chrétiens, musulmans, monothéisme, on a tous le même Dieu, donc ça y est, on s'efface et on fait tous un même monument ensemble, et puis on fait tous la prière ensemble. Non, ça ne peut pas fonctionner, voyez-vous. Ça serait un effacement dangereux. Ce qu'il faut, c'est des territoires qui sont majoritairement chrétiens et d'autres qui sont majoritairement musulmans. Ce qui veut dire par là que sur le territoire français, par exemple, qui est un territoire majoritairement chrétien, normalement, de son histoire, de son catholicisme et de tout ce qui en découle, nous devons accepter qu'il y ait des musulmans qui puissent pratiquer sereinement. Nous devons accepter qu'il y ait des juifs qui peuvent pratiquer sereinement dans leur synagogue, donc les musulmans dans leur mosquée, donc qu'il y ait des structures pour ces deux religions et même pour d'autres, des bouddhistes, etc. Maintenant, il ne faut pas que ces populations soient en majorité face aux chrétiens. Sinon, on va arriver à un moment de conquête, comme en fait toute l'histoire en découle. Hein. C'est la conquête, c'est-à-dire un moment où il y a deux populations qui sont à peu près dans le même ordre de grandeur. Il y en a toujours une qui voudra l'emporter sur l'autre. Et là est le problème, puisque la terre française n'a jamais été une terre musulmane, jusque-là. Donc ce qui veut dire que ceux véritablement qui veulent vivre selon leurs coutumes, selon leurs traditions, mais vraiment à 100%, vous voyez, en fait, ceux qui se veulent un peu plus, ce qu'on appelle intégristes, ce qui n'est pas forcément négatif. Hein. Il y a des chrétiens intégristes, ce n'est pas négatif. Mais ce que je veux dire par là, c'est que ceux qui veulent vivre au pied et à la lettre, ce qui est inscrit, et en tout cas ce qui leur semble bénéfique, ils sont libres. Il n'y a personne aujourd'hui qui les interdit de quitter le territoire. Il n'y a personne qui les interdit de vendre leurs biens en France et puis de pouvoir aller dans un autre territoire et de pouvoir vivre aisément et de pouvoir vivre en toute dignité. D'accord ? Les autres qui veulent rester, à ce moment-là, s'ils veulent rester, ben, il ne faut pas s'imposer. Donc la France, par exemple, il y a comme ça les divisions sur le voile, etc., dont j'ai parlé. Il y a des voiles qui ne sont pas dérangeants, qui existaient déjà en France. Mais les médias, ils ne veulent plus qu'on ait de nuances. En fait, c'est soit tu es dans un camp, soit dans un autre, et à partir de là, il faut se foutre sur la gueule. Et on va le voir juste après. Donc pour moi, foutage de gueule intégral quand on nous présente Israël comme étant à la pointe de toutes ces technologies militaires et tout ce que l'on veut, et que comme ça, on a plusieurs hommes armés qui débarquent carrément avec tout un appareil, vous voyez, tout un dispositif. C'est pas, ils n'ont pas débarqué comme ça en 4x4 ou je ne sais quoi et à tirer. Ils ont débarqué depuis les airs, donc il y a tout un matériel, il y a toute une surveillance qui a été certainement rendue possible. Je continue à avancer et surtout ce qui me scandalise, c'est justement l'importation de ce conflit sur le territoire français où tu dois te présenter. En fait, tu n'as pas le droit de dire écoutez, là il y a un scandale depuis des années. Refaisons l'histoire de comment est arrivée la nouvelle Israël et de ce qu'est devenu la Palestine. Non, ça, tu n'as pas le droit, parce qu'en fait, selon les bien-pensants des plateaux télé, des médias, etc., obligatoirement, tu dois en fait condamner le terrorisme. Mais le terrorisme, vous voyez, il y avait un intervenant là récemment qui disait bah, l'eau ça mouille, le feu ça brûle. Vous voyez, bon, bah, condamner le terrorisme, ça vient de soi-même, c'est le bon sens. Bon, maintenant, une fois qu'on sort de ça, on va pas épiloguer 50 heures sur bah, l'eau c'est l'eau et le feu c'est le feu. Vous voyez, le terroriste est le terroriste, donc évidemment qu'il est condamné. Donc maintenant, une fois qu'on passe les actions du Hamas, revenons à ce qui est plus important, c'est en fait la population, notamment par exemple là, qui est à Gaza, donc en réalité qui est la population palestinienne, où on a l'État d'Israël après qui commence à l'attaquer. Et là, sans foi ni loi. Et nous retrouvons donc des personnalités, puisque ce ne sont pas forcément des stars, mais des personnalités qui disent « son silence est dégueulasse », par exemple à Omar Sy. C'est vrai qu'Omar Sy, souvent on l'entend sur la bien-pensance, il nous fait chier d'ailleurs avec ça, voyez-vous. Il ferait mieux de se la fermer sur tous les sujets. Mais il y en a d'autres où ça va déranger, comme par exemple Mbappé. Comme d'autres à qui en fait ils savent qu'au fond bah, ils sont peut-être pratiquants musulmans et donc leur objectif ce n'est pas d'entendre quelque part qu'il y a un conflit et qu'il faut reprendre du discernement, non, c'est il faut condamner le Hamas et en fait par là tu condamnes également la Palestine, ça c'est leur objectif. Et donc comme ça il y en a eu plusieurs qui sont exprimés, dont Maëva Guénam qui, elle, s'est présentée en tant que musulmane, mais là c'est pareil, voyez-vous, c'est en réalité
une insolence, en tout cas envers ceux qui pratiquent de façon pieuse, voyez. Parce que, je veux dire, si véritablement elle était musulmane comme elle se présente, elle ne serait pas sur les réseaux sociaux à moitié dénudée, elle ne serait pas dans la promotion de la perversité, de tout ce qui est mauvais. Néanmoins, sur ce sujet, elle s'est quand même empressée d'en parler et a expliqué qu'il y avait, voilà, comme ça, comme ce qui a été dit juste avant, en fait, hein, c'est-à-dire que Israël, ils sont à la pointe de la technologie. Comment ils ont pu laisser passer ça? Il y a un problème derrière. Et puis, surtout, ce qui la scandalise, c'est justement ces bien-pensants qui condamnaient le Hamas et puis après, c'est bon. Israël, ils peuvent faire ce qu'ils... En fait, Israël, à partir du moment où tu condamnes le Hamas, eh ben, tu légitimes Israël à intervenir. Peu importe après les dommages collatéraux, comme ils vont les appeler, hein, la novlangue orwellienne, peu importe. Et c'est exactement la même chose que ce qu'ils nous ont opéré durant le conflit Ukraine-Russie. Ils nous ont obligés, même si évidemment nous, par le libre choix et par notre intellect et par notre possibilité de penser, nous ne sommes pas forcément dit je suis pro-ukrainien ou je suis pro-russe. Même s'il y a toujours des débiles pro-ukrainiens par rapport à la télé et d'autres qui sont à l'inverse mais qui sont tout autant stupides à dire pro-russe, Poutine c'est le sauveur, Poutine ci, Poutine ça. D'accord? En sortant maintenant comme ça de ces idolâtries, en sortant comme ça de ces folies, on peut rapidement comprendre une chose. C'est qu'il y a la pression aujourd'hui qui nous est exercée à se positionner vite et surtout. Et je vous ai pris en fait une image qui est parlante. Vous voyez, quand on est dans une auto, on nous apprend ça en fait quand on passe le code de la route. Quand tu es dans une auto, plus tu vas vite, plus ton champ de vision il se réduit. Et du coup, tu peux faire beaucoup plus de dommages, beaucoup plus de victimes sur ton passage. Parce qu'en fait, tu ne vois plus correctement. Et bien là, les politiques actuelles, c'est exactement la même chose. Au lieu de dire on ralentit la marche et comme ça, on va tenter, par des faits historiques, par des faits géopolitiques, par des faits de société, comprendre dans l'intégralité, dans un bon champ de vision ce qui se passe, on nous dit non. Toc, 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 toc. Tu dois sortir de l'équation là, tu dois aller très très vite, tu te positionnes. T'es pour l'Ukraine, t'es pas pour l'Ukraine. Regarde face à toi les massacres. Tu es pour ou t'es contre, tu vois? Et en fait, t'as pas le temps de réfléchir sur quelle politique a amené à ça, quelle intervention, pourquoi ça se déroule ainsi, etc. Tu oublies, en fait, comme ça, ton champ de vision est réduit et tu ne vois plus ce qui se passe sur le côté. Et toujours plus de victimes, malheureusement, s'en suivent par ces prises de position hâtives. Donc ça, je tenais quand même à vous le mettre parce que c'est visuellement parlant, voyez-vous. Récemment, donc j'ai mis J3, enfin J4, J3, donc les jours, on arrive bientôt au jour J, malheureusement. La Troisième Guerre mondiale qui nous était présentée, jeu de cartes Illuminati, mais en vrai je m'en fous, c'était plutôt pour montrer comme ça qu'il y a, en tout cas, dans l'idée qu'il pourrait y avoir une Troisième Guerre mondiale, mais qu'elle serait rapidement cantonnée, voyez-vous, c'est-à-dire que c'est du dommage, c'est un peu une sorte de guerre rapide. Après il y a le J3, où justement là on voit une chose, on voit qu'en fait le gouvernement israélien, ça y est, l'attentat qui est scandaleux, qui est désastreux, en fait, c'est son alibi pour intervenir. C'est son alibi pour, ça y est, tout éradiquer sur son passage. Voyez-vous, la bande de Gaza, c'est comme on l'a vu sur la carte tout à l'heure, une des parties qui aujourd'hui permet encore à la Palestine et ce qu'il en reste, l'accès à la mer également. Même si ce n'est pas que ça en objectif, mais c'est quand même son accès à la mer. Accès au commerce et bien d'autres choses. Et là, on a comme ça le gouvernement israélien, sans condamnation de la France, de l'Espagne ou de je ne sais qui encore, qui ordonne à tous les civils de la ville de Gaza, donc environ 1,1 million de Palestiniens, d'évacuer vers le sud sous 24 heures. Et pendant cette évacuation, parce qu'il y en a certains qui ont obéi par peur, donc imaginez-vous, lâchez comme ça votre domicile, tout ce qu'il y avait dedans, lâchez en fait la ville où vous étiez, là où vous avez vécu, là où vous avez votre vie quotidienne, quelque part, vous devez lâcher tout ça parce qu'on vous intime l'ordre de quitter, vu qu'il va y avoir une intervention. Donc là, on en a certains qui ont quitté et on a des vidéos qui sortent comme ça. On a eu 70 Palestiniens qui ont été tués par des bombardements, sans aucune pitié, qui n'avaient rien à voir avec le Hamas, rien à voir avec des terroristes. Et de l'autre côté, des terroristes qui savent également que leur fin est proche pour certains et qui vont abuser et user des populations qui sont proches et qui vont les maintenir quelque part en rempart. Et ça, c'est pareil, c'est un autre sujet dont je vais vous parler après, mais qui me fait froid dans le dos en tout cas et qui m'énerve parce que comme ça, on voit aussi des gamins des fois qui sont mis en bouclier humain. Autant on peut condamner le sionisme, on peut condamner toutes ces interventions, ces raids qui tuent,
voyez-vous, parce qu'une victime est une victime, mais j'ai trouvé aussi scandaleux et atroce ces gens que l'on voit des fois sur des vidéos et qui mettent en avant les gamins, et vous voyez, qui envoient les gamins avec un drapeau pour comme ça amener à la confrontation, amener petit à petit aux tensions, et attendre une seule chose, c'est qu'il y ait une balle perdue ou qu'il y ait un radicalisé, un extrémiste, un terroriste, disons-le, du Tsahal par exemple, qui viendrait à frapper un gamin ou qui viendrait à lui tirer dessus. Donc là, l'ONU, elle, l'Organisation des Nations Unies, a quand même appelé Israël à annuler cet ordre, estimant qu'il est impossible qu'un tel mouvement ait lieu sans conséquences humanitaires dévastatrices. L'ambassadeur israélien aux Nations Unies a réagi en accusant l'ONU de faire la leçon à Israël. Vous voyez, c'est-à-dire qu'eux, ils sont sans limite. C'est comme si maintenant ils étaient à leur poste stratégique tout en haut. Et en fait, l'ONU est en dessous d'eux. Vous voyez, l'ONU, elle peut juste dire on vous invite à. Pas si vous faites ça, vous allez être condamné. Voyez-vous, ça aurait été la Russie ou ça aurait été un autre pays, immédiatement, le discours n'aurait pas été vous ne pouvez pas dire ceci, c'est impossible de déplacer tant de gens en si peu de temps, ça ferait des conséquences dramatiques. Non, non. Ça serait si vous faites ça, immédiatement, vous paierez la note quelque part. Là, ce n'est pas ça, c'est juste attention, ça peut faire des dégâts, ça peut faire des dommages. Voilà, ça déjà, je trouve ça grave. Ensuite, comme je vous l'ai mis, le conflit israélo-palestinien qui maintenant entre en France de plus en plus parce qu'on a des populations grandissantes aussi qui veulent défendre en tout cas certains de leur communauté, si je puis dire. Et on a Macron, lui, qui intervient, voyez-vous, comme ça, et qui dit « j'ai peur quelque part que ça vienne en France ». Alors qu'il fait tout avec les médias pour que ça vienne en France, pour qu'il y ait cette division. Et que cette division, ce ne soit en réalité pas comme on nous le laisse entendre, vous savez, avec des écoles de juifs protégées, avec des synagogues protégées. L'objectif qui se trouve derrière, c'est un saccage entre les chrétiens et les musulmans. C'est-à-dire un moment où la cocotte minute, ils ne font même plus sauter le bouchon, vous voyez, de temps en temps, avec des condamnations, ce genre de trucs. Non, non. Ils referment bien le bouchon pour que tout pète ensemble. Et là, donc, Macron met en garde contre une importation du conflit. Mais Macron, je reprends un tweet de Booba du 12 octobre, Macron, c'était celui qui nous disait, en 2022, donc très très récemment tout de même, avec l'Ukraine, des bombardements massifs ont lieu aujourd'hui contre l'Ukraine, laissant une grande partie du pays sans eau ni électricité. Toute frappe contre des infrastructures civiles constitue un crime de guerre et ne peut rester impuni. Le même Macron qui aujourd'hui appelle et a deux doigts de dire nous sommes en guerre et de nous dire préparez-vous à prendre les armes et aller rejoindre Israël pour combattre le Hamas. À deux doigts de nous dire ça, exactement comme il le faisait face à la Russie en nous disant nous sommes en guerre quelque part, préparez-vous. Vous voyez, l'ennemi est à nos frontières. Et bien là, le truc de condamner des attaques sur des civils ou encore d'épuiser des civils en les laissant sans eau ni électricité plutôt, excusez-moi, c'est-à-dire sans dignité quelque part et sans rapport à la vie, ça, il ne le condamne pas aujourd'hui. Voyez-vous. Il ne condamne pas aujourd'hui. On ne voit pas un tweet de sa part ou une intervention. Pourtant, le 12 octobre, donc là, il y a 2 jours maintenant, conflit Hamas-Israël, l'eau, l'électricité et le carburant coupés tant que les otages ne sont pas libérés, prévient un ministre. Mais les populations, elles n'ont rien demandé. Les populations n'ont pas applaudi. Nous ne voyons pas des vidéos sur Internet de Palestiniens en train d'applaudir le Hamas parce qu'ils ont enlevé des enfants. Nous ne voyons pas de discours de Palestiniens qui sont en train comme ça de se féliciter sur Internet. Donc là, ce qui est mené en réalité, c'est une guerre d'idéologie. On a eu certains débiles mentaux qui, eux, sont des extrémistes qu'on a vu en France, qu'on a vu un peu partout comme ça, prendre des vidéos et faire une petite danse et mettre un son parce que ça y est, il y a le conflit qui arrive et il y en a certains, vous voyez, ils attendent qu'une seule chose, c'est que ça pète parce qu'eux, ils veulent faire la guerre. Eux, ce n'est pas des vrais croyants, eux, c'est les extrémistes, comme on le dit, il y a des extrémistes dans toute communauté et ces gens-là en font partie. Donc leur objectif, c'est que ça pète. Donc tout ce qu'ils peuvent faire, mettre en mode opératoire sur les réseaux sociaux, par des danses, par des initiatives à appeler à la guerre, ils le feront. Voyez, quitte à créer des scandales, quitte à créer bien d'autres choses encore. Mais le véritable peuple, lui, qui est là-bas, qui n'a rien à voir avec ces zozos là, qui est comme ça, sont crus dans un cirque. Les autres qui sont là-bas, qui vivent véritablement ce qui se déroule. Vous avez des vidéos qui sont sorties d'eux en train d'applaudir le Hamas parce qu'il y a des gamins qui sont enlevés ou des familles ou trucs comme ça? Non, il n'y en a pas. Et il y en a d'autres où après ils ont fait libérer les familles. Et je pense que sur site,
il y a bien certaines familles qui doivent comme ça tenter de raisonner, ceux qui sont engagés dans la masse, puisqu'il y en a des fois qui veulent s'engager dans une guerre, mais qui ne voient pas en réalité tous les effets délétères qui les engagent, malheureusement. Je pense que la meilleure stratégie, même si c'est, là encore une fois, c'est de la parole et c'est pas du terrain, mais la meilleure stratégie face à un envahisseur, triste à dire, mais c'est de rester sans armes, sans rien, pour montrer justement l'horreur au monde, de où sont capables d'aller ces gens-là. Voyez-vous. Et là, certains Palestiniens, c'est ce qu'ils devraient faire. Mais vous savez, l'efficacité de certains médias pour justement créer le consentement, en disant qu'en réalité, si ces populations restaient inoffensives, sans armes, sans rien, c'est uniquement pour protéger les terroristes qui se trouvent derrière. Vous voyez, ils sont comme ça à réécrire l'histoire indéfiniment. Et donc là, on a des populations sans eau, sans électricité, persécutées. Et on a d'un côté d'autres qui se radicalisent et personne pour les limiter. Personne pour dire attendez parce que là, vous allez payer le prix. Non, c'est l'inverse. Là, on les laisse dire que des populations innocentes vont payer le prix. Benjamin Netanyahou, qui a fait scandale depuis des années et des années, qui en réalité est dans l'idéologie d'un troisième temple dont on pourra parler après, parce que eux, leur objectif, si Al-Aqsa, par exemple, pouvait comme ça disparaître pour qu'ils puissent construire autre chose, avec plaisir qu'ils le feront. Une roquette comme ça qui est déportée de sa trajectoire, on les verrait tous en train de chanter, pour certains, danser et préparer ce qu'il faut à siffler, enfin à faire siffler les chauffards. Les cornes, si vous préférez, ou peu importe, ou les trompettes. Donc là, Israël, qui a ordonné l'évacuation sous 24 heures vers le sud de tous les civils de la ville de Gaza, donc environ 1,1 million de personnes. Et qu'est-ce que dit Benjamin Netanyahou? Nos ennemis n'ont que commencé à payer le prix. Donc il commence à bombarder des infrastructures, il dit ils n'ont que commencé à payer le prix. Ça signifie tout. Et n'importe quoi, certains me diront. Mais ça signifie surtout que là, ils préparent Tzahal, ils préparent leurs forces armées. Leur objectif, c'est raser. Raser et après, comme ça, récupérer le territoire. Par leur checkpoint, par leurs points militaires, par leurs points de vérification. Une sorte de vigie pirate, mais israélien, et poussé. Comme c'est le cas déjà au niveau de Jérusalem et au niveau de certaines autres zones qui sont tendues. Et là, il y a quelques heures de ça, maintenant, on a le président israélien qui a déclaré qu'il n'y a pas de citoyens innocents dans la bande de Gaza. C'est pour ça qu'en fait je fais le direct ce soir. C'est parce que plus ça va, plus ces gens sont des terroristes. Et là, c'est des terroristes officiels. Vous voyez, on avait comme ça les groupuscules qui sont un peu cachés, Al-Qaïda, ou encore Daesh, vous voyez, qui nous ont été présentés, oui, qui ont commis des atrocités. Mais maintenant, on a carrément des dirigeants terroristes, parce qu'il faut dire les termes, qui se présentent et qui expliquent qu'il n'y a pas de citoyens innocents dans la bande de Gaza. Tous coupables. Donc aujourd'hui, certains médias, certains bien-penseurs, bien-pensants et d'autres encore, journalistes et ce que l'on veut, qui ne réinforment plus vraiment, nous demandent à nous, enfin en priorité d'abord, à ces personnalités, à ces stars de s'exprimer, puis par la suite c'est à nous-mêmes de nous exprimer sur le conflit en condamnant le Hamas. Et demain c'est quoi? De condamner donc la population palestinienne, puisque c'est ce qui s'ensuit dans leur narratif. Il n'y a pas de citoyens innocents dans la bande de Gaza. Ils sont déjà en train de préparer la suite. Et du coup, je vous ai repris notamment ce qu'une personne a ajouté en dessous du tweet. Donc un petit de 5 ans n'est pas innocent selon lui. Et d'autres Mongols de lui répondre « Non mais citoyen, c'est à partir de 18 ans. » Non mais les gens, est-ce qu'ils commencent à réfléchir, ils commencent à cogiter ou c'est comment? Il dit il n'y a pas de citoyen innocent. Et les Mongols, quand on a un qui s'interroge en disant un petit de 5 ans n'est pas innocent selon lui rétorque non mais citoyen c'est à 18 ans. Mais 18 ans, 20 ans, 30 ans, ça reste, il y a des humains. Il y a des gens qui n'ont rien à voir avec comme ça l'encensement de terrorisme, de meurtre ou autre. On ne peut pas dire qu'il n'y a pas de citoyens innocents. Ça, c'est du terrorisme pur, à la fois intellectuel, mais surtout du terrorisme préparé pour les interventions qui arrivent. Dans les heures qui arrivent, dans les jours qui arrivent. Et ça se met sur nos plateaux de télé. Puisque maintenant, on a carrément des présentateurs qui te disent, en fait, est-ce qu'on a le droit ou est-ce qu'il faut dire qu'un civil à Gaza, c'est la même chose qu'un civil en Israël? En fait, est-ce qu'il faut dire qu'un Israélien, il est humain et que le Palestinien, lui,
est-ce qu'on peut le catégoriser d'humain? Oui, je sais pas, on peut pas rajouter sous-humain, on peut pas rajouter un petit préfixe avant, vous voyez, histoire de diminuer, de lui enlever un peu sa vie, son humanité. Comme ça, c'est plus facile à justifier après les interventions, plus facile à justifier tous ceux que l'on va voir dans les désastres, dans les bombardements, dans les interventions, qu'elles soient aériennes ou qu'elles soient à sol, au sol même, de l'infanterie. Et là, donc après, je vais venir à un autre sujet. Alors attendez, je vous lis rapidement. Salutations à toi, Phoenix. Yana, sans parler de prophétie eschatologique bidon car autoréalisatrice. Pierre Lelon qui dit oui, ils n'évacuent pas, ils seront considérés comme coupables. Oh, mais ça, ce n'est pas normal. C'est comme si toi, demain, je te dis quitte ta maison. Parce que là, tu as vu dans ton secteur, là, bah, y a 2-3 pédocriminels. Quitte ta maison. On va tout raser. C'est pas comme ça que ça fonctionne. Toi, t'es innocent, tes voisins sont innocents, il y a 2 ou 3 coupables. Bah, trouvons les 2 ou 3 coupables. Et c'est pour ça qu'après, je vais vous parler d'autre chose, ce qui s'appelle en fait la guerre de 4e révolution, de 4e génération, ça dépend de comment c'est nommé. La Nouvelle Jérusalem, capitale du New World Order, oui, ça s'était proposé, Carlos, en tout cas, c'était mis en avant par justement Jacques Attali, qui se veut penseur de l'élite. Leur ministre de la Défense a dit que c'était des animaux. Ouais, ils sont en train comme ça de les dévaloriser. Moi-même ayant employé face à certains le terme, vous savez, où ils sont animalisés, parce qu'il y a des comportements de certains humains, et encore une fois, moi je généralise pas sur les communautés, mais de certains humains, vous voyez, qui sont dans l'agressivité, qui sont comme ça, dans la violence. Donc ces gens-là, oui, souvent on dit qu'ils se comportent comme des animaux, mais tu peux pas comme ça mettre toute une population en disant ce sont tous des animaux. Parce que là, sinon on est dans le calque, dans la juxtaposition d'une manœuvre hitlérienne, d'une manœuvre nazie, qui dit qu'en fait il y a une hiérarchie de la vie, une hiérarchie des races. Les armes chimiques, ça craint aussi, en effet, je ne vais pas en parler ce soir, mais ça craint. Le prince vert explique son enfance sous occupation à Ramallah. Il a jeté des cailloux un jour sur un 4x4 blindé avec ses copains, car oui, l'amour n'était pas très présent. Il s'est fait reprendre un jour et il est rentré en chaussettes gravier sur les pieds. 6 kilomètres à parcourir, le soldat lui a dit « Rentre ou je te tue ». Mais cela est rapporté. Ok. Je lis la suite. Hop. Donc là, en France, on a eu quelque chose de scandaleux, qui en réalité pour l'instant n'est en rien lié avec le conflit israélo-palestinien, mais qui est récupéré politiquement pour nous le faire croire, parce qu'en France il y a de la barbarie depuis des années, et moi-même vous savez, je suis le premier à être saoulé, lassé par des populations africaines qui viennent, et dans ce lot, il y a toujours des décérébrés, toujours des malades mentaux qui viennent à voler, violer, agresser, tuer. D'accord ? Et là aujourd'hui on a eu un fait de plus de cette guerre de 4e génération aussi, disons-le. Un professeur, donc c'était pas hier, excusez-moi, c'était mercredi 11, plutôt, alors attendez. Non, excusez-moi, je suis sur autre chose. Le professeur qui a été décapité, c'était hier. Là, je vous parle rapidement d'autre chose. C'est vrai que j'avais oublié ça, que j'avais mis. On a l'annonce de 40 bébés décapités. D'accord ? Une horreur. Absolue sans nom. 40 bébés décapités. On en a certains qui ont dit fake news. On a au début certains Israéliens qui ont dit que ce n'était pas vrai. Et ils se sont rapidement aperçus que si sur la scène publique, il commençait à y avoir un mensonge de cette ampleur, c'est mort, plus personne ne viendrait les soutenir. C'est quoi ça, d'inventer autant d'horreurs? Donc à la place, il y a eu Joe Biden, lui, qui a dit oui, j'ai vu les photos, etc. Si maintenant, Joe Biden, on annonce sur place publique que lui aussi a menti, il n'a pas vu 40 bébés décapités, ça affiche mal. Là, c'est fini. Plus de confiance à la fois dans le gouvernement israélien, plus de confiance dans les Américains et dans les annonces à venir. Donc, automatiquement, il a fallu basculer en disant « Oui, donc cette journaliste de I24 News, elle explique qu'elle n'a rien vu de ses propres yeux, des 40 corps d'enfants, mais que c'est des témoignages de soldats israéliens qui étaient sur les lieux. » Au début, ça l'a contredit et au final, comme on voit que ça commence à faire scandale, il faut rapidement dire que oui, il y a eu du massacre d'enfants. Ce qui est peut-être possible. Ce qui est peut-être une réalité qui a eu... Déjà, même ne serait-ce qu'un enfant, c'est déjà... de trop, d'accord ? Un enfant sacrifié, c'est trop. Israélien, palestinien, français ou ce qu'on veut, d'accord ? Mais étrangement, ces médias qui justement sont en train de nous laver le cerveau en mode des bébés tués, etc., ce qui est affreux, scandaleux.
Mais on ne les entend pas, par contre, sur les bébés, les enfants, les adolescents qui sont agressés, qui sont violés partout en Europe, qui sont comme ça marchandés, qui sont torturés en direct pour certains, qui se retrouvent sur le darknet, ou encore jusque carrément un ex-magistrat qui propose sa fille mineure sur des sites libertins et à qui on allège la peine parce que tranquille, il faudrait pas être trop lourd non plus avec cette personne, ou encore l'affaire Zandvoort avec des milliers et des milliers de victimes, des bébés, hein, parce qu'il y avait notamment dans un documentaire de Carl Zero une personne qui témoignait où sur ces photos-là, ces fichiers, des bébés de 6 mois étaient torturés, des bébés de 6 mois étaient touchés. 6 mois. On n'a pas entendu les médias nous dire oui, c'est scandaleux, des bébés ci et ça. On a entendu l'affaire Zandvoort rapidement, et puis on l'a étouffé. Et puis une fois étouffé, ils sont passés sur autre chose. Et puis après, il y a eu l'affaire Jeffrey Epstein. Des enfants dans la capitale française, agressés, violés, persécutés. Des gamines de 12 ans. Mais ça, c'est pareil. Ça, non, non, il fallait pas en parler, pas de politique, pas de bien-pensants sur les plateaux télé pour en parler. Ça, non. Par contre, là, aujourd'hui, on nous monte en épingle comme ça cette histoire des 40 bébés sacrifiés. Qui, au début, étaient comme ça, on ne sait pas, après on sait, après il y a des photos, après il n'y en a plus, après... Vous voyez. C'est à double tenant, double tranchant. Et là, donc, sortons de ce passage conflit israélo-palestinien. Donc, comme je vous le disais, il y a eu une attaque au couteau dans un lycée à Arras. Donc, un enseignant a été tué et 2 blessés graves. Le parquet antiterroriste a été saisi. Donc, ce professeur que vous avez à l'écran, qui a eu du courage, qui en soi n'est pas forcément un héros comme certains le mettent sur Internet, il a eu du courage face à la lâcheté d'un barbare, un radicalisé de plus en France, parce qu'il y en a, il faut dire les termes, il ne faut pas se leurrer. Mais maintenant, je vais vous dire une chose, avant de passer à la suite. Nous, chrétiens, pour ceux qui êtes chrétiens, quand on a appris dans l'église qu'il y avait des pédocriminels, jusqu'aux prêtres, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on doit tous se salir? Ou ça veut dire qu'il y a comme ça, justement, malheureusement, des individus dérangés mentalement, qui sont criminels au fond d'eux, et qu'on doit absolument dissocier de la religion, dissocier de notre communauté, parce qu'ils n'ont rien à faire avec nous, ils n'ont rien à faire avec les enseignements. Si vous pensez ainsi, alors pourquoi devoir à chaque fois appliquer, puisque là, par exemple, celui qui a été tué, c'est au nom de Allah Akbar, ou encore lorsque l'on voit des méfaits, et souvent des gens qui disent Wallah, 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 mais en fait qui ont dénaturé même le sens de jurer, de je te jure, parce qu'en fait, ils jurent à tout va et pour rien, ce qui n'a aucun sens. Et ne devons-nous pas les dissocier de ces communautés? Mais maintenant, il y a un autre problème. Ces communautés-là, pourquoi elles ne prennent pas la parole aussi? Vous voyez, on nous dit souvent par peur de stigmatisation. Pourquoi ne prennent-elles pas la parole déjà sans être dans ces drames, dans ces côtés criminels d'individus isolés qui viennent des fois à tuer? Pourquoi ils n'interviennent pas auprès des jeunes déjà pour calmer le langage qui est en train de dénaturer ce qui est sain? Mais ça, c'est un autre sujet. Donc là, celui qui a été tué au couteau, ce professeur, l'a été par quelqu'un qui devait être expulsé. Quelqu'un qui n'était pas seulement expulsable, quelqu'un qui avait un frère radicalisé. Ce quelqu'un qui était sous surveillance active de la DGSI. Et on va nous faire croire que malgré tous les moyens aujourd'hui, il peut passer à l'action. Ce qui est étrange, à chaque fois dans ces tueries, quelles qu'elles soient, c'est qu'il n'y a jamais de proche de tel ou tel dirigeant ou de personnes très importantes. C'est souvent un professeur, c'est souvent des gens qui vont se divertir, peu importe la communauté, puisqu'au Bataclan, il y a des musulmans qui ont été tués, des chrétiens et d'autres religions encore. C'est étrange quand même ça. Des gens radicalisés dans leur tête, qui veulent s'en prendre en réalité à l'image même, le symbole de la France, des fois certains sous surveillance, et leur passage à l'acte, il est possible. Mais par contre, les autres qui des fois visent un peu plus haut une mairie, visent un peu plus haut des membres de l'État ou autre, eux, rapidement, on arrive à déjouer leur plan, à les faire arrêter et comme ça à tout déjouer. Mais quand ça touche le petit peuple, là par contre, ça peut souvent se produire. Donc là, le terroriste du lycée d'Arras était connu et surveillé par la DGSI comme les tueurs de Charlie Hebdo, de Villejuif ou encore de Magnaville, excusez-moi. On se doutait de quelque chose, admet le ministre de l'Intérieur Gérald Darmanin. Ça n'a pas suffi.
tentative d'explication. Alors après, on va s'en passer. Moi, ce que j'observe, dans la France tout de même, je vous en ai déjà parlé, la guerre de type 4. J'avais d'ailleurs lu un document sur ça et je tiens à vous en parler. Puisqu'en fait, on a comme ça, alors, est-ce que je vous ai mis ça après? Je vais vous mettre ça après. On a une haine de la France, de l'Occident, qui est propagée. Ça, c'est quelque chose dont on est tous témoins et dont on est tous au courant. Ok, il ne faut pas se leurrer, il faut arrêter comme ça de se mentir. Il y a une haine de la France et de l'Occident, de la liberté de la France, entre guillemets, même des femmes, de ce genre de choses. Et on a comme ça des populations étrangères, des fois, qui viennent et qui pensent que tout leur est dû. Qui pensent que, parce qu'ils ont subi l'esclavage, et ben quelque part, aujourd'hui, ils doivent se venger et coloniser notre terre. Qui pensent que, parce que leur pays a été occupé pendant certaines années, aujourd'hui, ils doivent se venger. Jusqu'au point même où certains mettent de retour dans leur hymne national. La haine de la France est en fait enseignée un peu partout. Et cette haine de la France, eh ben, elle perdure, puisqu'en fait, comme ça, il y a des associations qui prennent des millions et des milliards à nous faire venir des gens qui ne nous aiment pas. C'est-à-dire qu'ils ne font pas venir que des terroristes. Il y en a certains qui ne nous aiment pas, mais qui ne passeront pas à l'acte d'aller tuer quelqu'un. Mais qui, par contre, s'ils peuvent profiter du système, s'ils peuvent nous cracher dessus, nous cracheront dessus. D'accord ? J'appelle ça, moi, la guerre de type 4. Vous allez voir pourquoi. Parce qu'en fait, tous les jours, on observe un OQTF, coup de couteau et de nouveau mis sous obligation de quitter le territoire. D'autres encore qui sont organisés en bande et qui sont en train de faire des trafics de stupéfiants. D'autres qui sont en train de trafiquer des jeunes filles. D'autres qui encore sont en train d'occuper l'espace public et de déranger des femmes, des mères de famille des fois même, en les suivant, en les harcelant, en leur mettant la pression pour obtenir un numéro de téléphone parce qu'ils les prennent pour des prostituées ou des filles faciles. Tout ça, ça doit cesser. Il faut un retour à l'ordre. Donc quand j'appelle au grand nettoyage, c'est pas un nettoyage ethnique comme les fous furieux de Benjamin Netanyahou ou ce genre de choses. J'appelle à un grand nettoyage sur tous les vices de la société et sur tous ces gens qui sont des raclures et qui ne méritent pas d'être en France. Si un jour on t'entend critiquer la France, si un jour on t'entend comme ça cracher sur les uns ou les autres, oppresser des femmes, tu quittes le territoire immédiatement. Tu n'es plus le bienvenu. C'est ça qu'il faut opérer. Et si ce n'est pas quitter le territoire, c'est mise en esclavage moderne, comme je l'annonce et comme j'aimerais bien qu'il y ait. Lisons ceci. La technologie est parfois considérée comme une théorie de supériorité militaire, avant les considérations de ressources matérielles, de leadership, de manœuvre ou de valeur. Il y a une vingtaine d'années, un groupe d'intellectuels militaires s'efforça de classifier et d'analyser les forces remenant la guerre, mentionnant la technologie et les idées comme principaux catalyseurs importants une évolution des rapports entre guerre et société. Les contours de cette guerre de 4e génération sont particulièrement pertinents dans l'analyse de l'évolution continue de la politique et de la guerre. Le champ de bataille de 4e génération englobe l'ensemble de la société ennemie. Et contrairement à ce qui s'est passé au XXe siècle, la force appliquée en masse peut nuire à la victoire. L'objet des opérations militaires devient l'effondrement de l'ennemi de l'intérieur plutôt que la destruction de celui-ci au combat. En fait, si je mets une parenthèse sur ça, ça signifie que ceux qui nous voient comme ennemis, principalement des gens issus de l'Afrique, ne nous leurrons pas, ces gens-là ont compris que s'ils nous menaient une guerre physique, avec du matériel, avec des militaires, ils en viendraient à perdre puisque nous avons un bon axe. Nous avons comme ça des bons alliés, puissants, forts, qui mettraient rapidement fin à leurs manœuvres. Donc leur meilleur moyen d'œuvrer contre nous et de nous détruire, c'est l'intérieur, le cheval de Troie. Donc comme ça, ils nous envoient des populations, qui certaines fois, en fait, dans ces populations, il y en a qui en ont que faire en réalité de cette guéguerre, de cette bataille qui se mène, et d'autres au contraire, qui viennent et qui n'hésiteront pas à agresser, violenter, voler et je ne sais quoi encore. Ça, c'est la guerre de type 4. Et ce qui est grave dedans, c'est qu'en fait, les Français, puisque c'est nous qui sommes victimes de ces bourreaux, le tout rendu possible, puisqu'on est dans le triangle de Karpman, donc c'est-à-dire d'une situation qui a été orchestrée par ces immigrations massives, puisqu'attention au fascisme d'extrême droite ou de droite. À ce moment-là, nous ne pouvons pas apprécier l'ennemi, si je puis dire. C'est-à-dire que, comme on en voit certains qui sont très bien intégrés dans la société, qu'ils soient noirs, arabes ou autres, sans parler de religion, ils sont intégrés dans la société et on les voit être professeurs. On les voit être dans l'administration, on les voit livreurs, on les voit encore dans bien d'autres secteurs. Donc ces gens-là sont intégrés, ces gens-là travaillent, ces gens-là ne sont pas haineux forcément de la France.
Mais voyez-vous, lorsque vous êtes dans la rue, comment différencier celui qui aurait été à la haine de vous et celui qui ne l'a pas? C'est compliqué. Et tu peux pas mettre tout le monde dans le même lot, puisqu'il y en a certains justement qui sont là, qui sont patriotes et qui aiment la France. Et donc, du coup, comme tu ne peux pas identifier l'ennemi, ton ennemi, lui, par contre, en profite. Il peut t'agresser, il peut te voler, et toi, le seul moment où tu pourras te réveiller sur qui il est, bah, c'est au moment où il se retrouve face à toi, avec une arme face à toi, au moment où il te sort un push ou n'importe quoi. C'est ton seul moment où tu peux en fait comprendre que c'est lui ton adversaire. Et au moment où tu le comprends, le méfait est déjà là. Donc soit tu en perds la vie, soit tu es marqué, ou en tout cas, soit tu te retrouves à devoir comme ça faire justice toi-même, mais ce qui est très rare, hein, la plupart des Français étant pacifistes, malheureusement vont devoir se rattacher à la police qui elle-même est surpassée par toute cette criminalité, n'ayant pas suffisamment d'effectifs et de matériel, va classer les affaires sans suite et laisser ces criminels en totale ou délinquants en totale liberté. Et lorsque vraiment les affaires sont poussées un peu plus loin, voici que les magistrats et la justice, eux, en décident autrement. En tout cas, les magistrats et les juges. Puisque la justice a bien, comme ça, cet ordre pour les condamner. C'est-à-dire qu'on sait, tel méfait, c'est 7 ans maximum, 100 000 euros, là c'est 5 ans, là c'est 200 000, etc. Mais ils ne sont jamais appliqués. Parce qu'il faut pas de stigmatisation. Il faut leur laisser une autre chance. Mais ça fait quand même 10 fois, madame, qui passe devant vous. Laissez-lui une chance, c'est un petit ange. Et voilà comment, en fait, dans cette société française, malheureusement, la criminalité, la voyoucratie en est venue à être glorifiée, d'un côté comme d'un autre. C'est-à-dire des bas d'immeubles au sommet de ces tours d'ivoire. Des deux côtés, ça a été glorifié. Triste en est. Donc identifier l'adversaire devient extrêmement compliqué. Voilà pourquoi ça se nomme une guerre de 4e génération. Regardons la suite. La montée d'une société interconnectée implique une insurrection en réseau, où des organisations existent en partie dans la réalité, dans le cyberespace et dans les deux dimensions, tandis que les insurrections et organisations terroristes manipulent habilement l'espace de bataille médiatique à leur avantage. Les combattants s'efforcent d'arsenaliser l'information afin d'influencer l'opinion publique nationale et internationale au point où un emploi adroit des opérations psychologiques exclura parfois l'engagement de forces combattantes. Et là, c'est en tout cas ce qui se trouve en France par les associations, où vous avez eu comme ça un purissement par ces gens qui sont venus nourrir, par leurs propres bactéries, si je puis dire, en tout cas leur propre immondicité, de soi-disant racisme prégnant, de discrimination ambiante, qui a du coup créé une scission dans la population, et favorise comme ça, au fur et à mesure, les radicalités vers d'autres courants qui après vont stigmatiser la France en disant raciste. Et ça nous mène à ça. Des comportements de crasseux, de pouilleux des fois, qui pensent que les femmes leur sont dues, par exemple, qui en draguant se rendent compte que non, la femme est libre en France. Et donc du coup se retrouvent après, voyez-vous, face à d'autres personnes qui viennent en aide, et qui en fait vont crier au racisme, vont crier à tu votes Le Pen et compagnie, regarde je suis étranger, c'est pour ça qu'en fait tu viens m'incendier, alors que non, c'est juste que t'es une crapule, un crasseux. Et donc ces gens-là, en fait, comme ils ont eu tout au long de certaines époques des associations derrière eux, vous voyez, pour pleurer, c'est comme ceux qui mentaient, vous voyez, qui se créaient des lettres de harcèlement. Regarde, il y a un de mes collègues de classe qui me harcèle, alors qu'en fait c'était juste pour, comme ça, vous voyez, être mis au devant de la scène et puis pourquoi pas obtenir de l'aide. Bon, de l'aide pour les cours ou pour ce genre de choses, vous voyez, le favoritisme au nom de la non-discrimination. Et vous en avez bien d'autres encore qui dénoncent comme ça ces comportements de blédards, même s'ils ne sont pas tous de cet ordre-là. Mais nous voyons également donc certains Africains, le vivre ensemble façon gauchiste, qui t'expliquent qu'en fait, clairement, il pisse sur la France, il fait ce qu'il veut, il peut être de toute façon même en irrégularité, que tranquille, tout se passera bien pour lui. Ou encore des crasseux, donc comme on l'a vu en haut, comme ça, qui menacent, sale blanc, hein, vous voyez, ça ressort souvent, les guerres, ou encore les fachos, alors qu'en fait, non, tu n'es que patriote. Et si toi, tu venais à parler de leur pays d'origine, eh ben, ils auraient exactement le même comportement que toi, et qu'au fond d'eux, en fait, ils savent très bien que tu n'es pas un facho, ils savent très bien que tu défends ton pays, tu défends l'identité et tes valeurs, mais que leur objectif, c'est bien de te saboter. Voyez-vous. Et c'est comme après tous les autres, même si là, on sort de l'ordre du sujet de ce soir, mais qui sont venus en France et qui n'hésitent pas à faire concurrence déloyale à tous les commerçants et bien évidemment ne rien déclarer. Mais passons, parce que ça, ce n'est pas le sujet. Ou encore, voyez ces étrangers qui viennent et comme ça, on les reconnaît rapidement avec leur accent, qui viennent insulter. Ouais, t'es un facho, t'es ci, t'es ça. Alors qu'en fait, si véritablement tu le mets à une table et
tu lui fais l'honneur de discuter avec, tu verras que rapidement, il changera d'avis, t'es pas un facho. Parce qu'il fait exactement la même chose dans son pays d'origine qu'il aime. Voyez, parce que souvent, il y en a qui sont en France, double nationalité, mais ils s'en foutent de la France. S'ils peuvent la faire couler et puis la récupérer par la suite, c'est ce qu'ils feront. Donc ne laissons pas comme ça ces personnes. Et puis, bien évidemment, comme la bien-pensance prend de la puissance, bah vous retrouvez des Cindy, vous retrouvez je ne sais quoi encore qui sont là. Oui, la société française, c'est un racisme systémique. Et ça, c'est problématique. Parce qu'en fait, c'est les personnes de banlieue, enfin, les personnes de banlieue ne sont pas problématiques. Mais ce n'est pas une histoire de stigmatiser sur les personnes de banlieue ou les personnes des beaux quartiers. C'est de dire, regarde la criminalité où elle se développe. Qui est fier, entre guillemets, d'être à l'origine de certains trafics? Qui les maintient? Bon, à partir de là, on comprend. Il faut arrêter de se leurrer en disant les pauvres, ils sont tous discriminés. Non. Le mec qui se ramène en entretien d'embauche, wesh, ou qui se tient mal, ou qui est mal fringué, bah, il est mal présentable, et bah, il n'a pas l'emploi. C'est pas du racisme. C'est tout simplement des critères de recrutement. Point. Pour les logements, c'est pareil. Combien de HLM, donc en fait de logements à moyen modéré, ont été attribués à ces populations venant d'Afrique entre autres, et qui sont venus carrément à dégrader les bâtiments et après à chialer, c'est pas bien, c'est pas beau. Mais t'as dégradé. Combien de Français voudraient être dans ces bâtiments? Combien de Français voudraient avoir un loyer modéré pour pouvoir mettre de côté à la fin du mois, au lieu d'être pris à la gorge comme ça pour se payer un petit truc dans le privé? Vous voyez, mais ça, ce n'est pas vu. Revenons au sujet. Donc le sujet, on l'a vu, conflit israélo-palestinien, importé en France, comme on a comme ça des populations par l'immigration qui sont arrivées avec la haine de la France rapidement, tout ce qui peut être, en tout cas dans la division du symbole français, bah, ça va être alimenté. Et on a eu donc la récupération politique atroce de ces professeurs qui a été égorgé. Ok. Rapidement, le gouvernement, comme lui veut que ça s'envenime, vous voyez, comme ça, il va mettre plus de politique coercitive, plus de surveillance, plus de caméras, plus d'intelligence artificielle, plus tout ce qui va s'en suivre, des passes, pourquoi pas, sécuritaires. Après le pass sanitaire, le pass écologique qui était comme ça en transition, si je puis dire, hein, pour faire un petit jeu de mots, transition écologique. Et maintenant, pourquoi pas un pass sécuritaire? Après tout, la menace, c'est partout. Et qui nous dit que vous n'êtes pas un terroriste? Voilà, c'est à peu près ce qui va nous être présenté. Donc pour y arriver, ce n'est plus Vigipirate, ce n'est plus la sécurité renforcée, risque attentat, qui pète les couilles à tout le monde, parce que dans les transports en commun, il y a quelqu'un qui oublie un sac, et rapidement les gens, oh, c'est une bombe, alors qu'en fait, non, ce n'est pas une bombe, c'est quelqu'un qui a oublié son sac de sport, un autre comme ça qui, par inadvertance, a laissé son sac de cours, et comme ça, tout un dispositif qui est déployé pour en fait marquer les gens dans leur psychologie, voyez-vous, ils sont à l'arrêt, il y a peut-être quelque chose dedans, vous voyez, les faire paniquer, en fait, ça c'est ce qui s'appelle la stratégie du choc de Naomi Klein. Elle décrit très bien, je vous invite à lire son livre et je vous en ferai une présentation. C'est mettre les gens comme ça dans une peur ambiante et en fait, de la peur mener à l'angoisse, puisque la curiosité est inaccessible. Heureusement, il y en a toujours certains qui sont lucides, qui vont t'ouvrir le sac et qui vont te dire c'est bon, allez, le sac est ouvert, arrêtez de péter les couilles, rappelez le déminage et foutez-moi ça dehors. Et on reprend le tram ou on reprend le train, peu importe. Voilà. Bon, ça c'est ceux véritablement qui portent leur coronesse et qui se disent à un moment c'est bon, on nous la casse là un peu, la tête, il y a un moment c'est bon, ils veulent nous la briser, nous on va passer outre. Et enfin aujourd'hui, urgence attentat, il faut mettre les gens dans la peur. Bataclan. Rappelez-vous le 11 septembre aussi. Rappelez-vous, vous voyez, c'est tous ces mots, toutes ces conceptions qui sont ramenées pour effrayer, angoisser. Donc ça, il faut dire non. Qu'est-ce que c'est exactement? La vigilance, au début, on peut avoir comme ça de nombreuses mesures permanentes de sécurité. Dans les transports, aux accès des bâtiments, puis la sécurité renforcée. Rapidement, on a comme ça pas de limite de temps définie, on a des mesures permanentes de sécurité renforcées par des mesures exceptionnelles. En fait, parlons français, c'est mettre des militaires dans l'espace urbain. Donc, militariser l'espace urbain. Et comme ça, tu t'aperçois rapidement que tu as deux doigts de t'habituer à avoir des militaires dans ta ville et à deux doigts de t'habituer à ce qu'il y ait des checkpoints. Être contrôlé, peu importe, partout. Tu montres pas de blanche. Et enfin, l'urgence attentat renforcée. Donc là, il y a une durée quand même limitée à la gestion de la crise, mais une mesure exceptionnelle, comme ils l'appellent, mais qui peut durer. Mesure exceptionnelle d'alerte de la population. Et étrangement, ça intervient là actuellement au moment où, par exemple, sur Nantes, ils nous ont comme ça déployé des SMS avec des alertes sonores, vous voyez, pour faire paniquer les gens, ou encore des alertes sonores comme ça, comme par hasard, qui se déclenchent à Strasbourg, où ça fait paniquer toute une ville. En fait, ils sont en train de préparer plusieurs dispositifs, où tu as l'alarme de la ville, tu as l'alarme sur le téléphone. Je vous ramène au schéma de tout à l'heure.
Ou en fait, il faut prendre des décisions toujours plus vite sans voir ce qui se déroule. Comme ça, tu réfléchis plus. Tu vas toujours plus vite. Tu entends du bruit partout, ça te fait paniquer. Et bien, c'est exactement ce qu'ils sont en train de faire, notamment avec ces appels. Hein. Je doute moyennement de tout ceci. Colis suspect, ou encore là, par exemple, on a eu catastrophe après une alerte à la bombe. Donc ça, c'était au Louvre. On a également Versailles, le château de Versailles évacué comme ça. Et vous savez, notamment dans les gares, il y a comme ça, comme une sirène qui retentit. Autant vous dire que les gens, avec toute cette actualité, où on voit professeurs décapités, où on a les médias qui rappellent que les étrangers, surtout, c'est eux les ennemis, c'est très grave, c'est les pires. Alors qu'en fait, les étrangers, en tout cas en France, on a un problème avec l'immigration. Donc oui, ça va être à gérer, mais il faut arrêter d'entrer dans la folie. Vous voyez, il y a la différence entre faire un constat et être dans la folie. Entre avoir un diagnostic et y trouver une solution qui adviendra par des politiques et qui adviendra par le temps, puisqu'en réalité, nous ne sommes pas non plus face à des milliers et des milliers d'adversaires, à des milliers et des milliers d'ennemis. Nous sommes face à quelques centaines d'individus par ville qui sont dérangeants, qui sont sous OQTF ou autre, et que cela, il faut les virer du territoire. Ensuite, nous sommes face à un laxisme judiciaire. Une fois que la clé sera véritablement verrouillée dans la serrure et quelque part viendra à être, si je puis dire, un peu plus féroce, à ce moment-là, la criminalité viendra à baisser d'elle-même. Vous voyez, c'est en fait le marché. Le marché a toujours un point d'équilibre. Actuellement, là, on est dans un déséquilibre total. Une fois qu'on remettra l'ordre, il y aura un point d'équilibre. Il y en aura toujours, ça existe en tout temps, mais ça sera beaucoup moins néfaste. Mais là, aujourd'hui, il mène tellement à la folie qu'il paraît, attention, pour l'instant, nous sommes sur la déclaration d'un avocat. D'accord ? Nous ne sommes pas sur une enquête journalistique. Néanmoins, je tenais quand même à le relayer parce que c'est fort probable dans ces tensions actuelles qu'il y en ait certains qui en profitent et comme ça, tu vois, qui fassent mettre en javet un de leurs voisins parce qu'ils ne l'apprécient pas, parce qu'il est arabe ou parce qu'il est musulman. Ça, c'est possible aussi. Il y a certains Français qui sont très très malhonnêtes, il faut le dire aussi, ou qui sont très très peu cultivés et rapidement, CNews ou BFM ou peu importe, ça y est, en 2 secondes, ils suivent le discours officiel. Donc là, il y a une petite image à gauche qui est assez intéressante. Putain, mais pourquoi vous avez mis ma femme en garde à vue ? Et les flics de répondre, vous voyez, un peu déformés, en mode troll. Désolé, mais on l'a trouvé en train de dire salam alaikum, on ne pouvait pas prendre de risques. Vous voyez, en gros, ça c'est l'aberration de la chose. Puisqu'on a Nabil Boudi, donc un avocat, qui nous dit qu'il a une cliente qui a été placée en garde à vue, en tout cas le 13 octobre au matin, parce que sa voisine l'aurait entendu dire salam alaikum. Enfin, ça c'est à des ouvriers dans l'immeuble. Ça c'est la première présentation, et puis après il y a quelqu'un qui lui demande, mais attends, pour quelle infraction a-t-elle été placée en garde à vue ? Donc là, Marinou se questionne. Et Nabil, donc l'avocat, de répondre, il paraît en tout cas que l'objet du placement en garde à vue, c'était menace de commettre un crime sur la voisine en raison de la race ou religion. Bon, maintenant, qu'en est-il en tout cas de cette réalité ? Moi, je vois qu'il y a certains gens qui sont stupides, et c'est-à-dire que dès que c'est étranger, ça y est, il faut que ce soit les fautifs, vous voyez, il y a certaines vieilles... elles vont entendre salam alaikum immédiatement, c'est à 2 doigts de te dire qu'elles ont entendu Allah Akbar alors que c'est pas du tout ça. Et même si c'était dit de toute façon, ce n'est pas péjoratif en soi, c'est le terme qui a été apporté après par certains actes odieux. Vous voyez, encore une fois, ceux qui viennent salir. Et on a d'autres événements là qui surviennent ces derniers jours. Peu importe les communautés, hein, on voit bien, là par exemple, communauté noire. Alors, on a un petit gadjo qui, en plus, veut faire le nerveux, veut faire le costaud, alors qu'il n'en est rien. On lui met un Baptiste Marchais en face, il le soulève d'une main, ou on lui met encore un autre, peu importe, voyez-vous, il l'éclate. On met un Papacito, il lui met une claque, ça y est, le type est par terre, il lui lèche les pieds, entre autres. Même, en vrai, des personnes beaucoup moins populaires, voyez-vous, tu m'abîmes mon matériel, je te fais manger le béton, voyez. Mais il y en a beaucoup qui auraient peur de tomber, c'est vrai. Livre noir, donc on a le journaliste Vincent Lapierre, qu'on apprécie ou non, peu importe, agressé, insulté, de quoi ? Sale blanc de merde. Vous voyez, ça c'est quelque chose qui est devenu banal. Ah, sale guerre, ah, sale blanc. Ouais, t'as ça c'est les Occidentaux. Vous voyez, diminuer comme ça les Français. Ouais, les Français ils savent pas s'habiller, les Français sont moches. Ça... Voyez, que de la critique en fait. Venant en plus de voilà, certaines personnes qui ont un front plus que dégarni. Mais passons les détails physiques, excusez-moi. J'étais obligé. Oui, cette mama là qui s'énerve pour rien. Bref, on voit comme ça une banalisation donc des agressions, une banalisation de après tout t'es blanc, ferme ta gueule quoi. Non, moi j'appelle au discernement.
Au discernement, parce que là, vous voyez, on nous emmène dans des extrémismes. Division de communautés sur des couleurs, division de communautés sur des religions, division de communautés sur des politiques. Et en fait, petit à petit, comme ça, chacun va de son côté. Vous voyez, on est subdivisé. Il nous prépare à nous affronter, puisque plus on se sépare, moins on a de correspondance avec les autres, et plus la violence peut monter facilement, plus la haine peut monter facilement, faut dire les choses aussi. Des deux côtés. Ou des trois côtés, peu importe. Jusqu'à un moment, faux messager, faux prophète, faux ce que vous voulez, qui arrive, hein, vu qu'on est dans le triangle de Cartman, ne pas l'oublier, avec la solution. Mais en fait, depuis tant d'années, pourquoi vous divisez ? Venez, vous priez tous le même Dieu. Allez, venez. On établit comme ça quelque chose de nouveau. Et c'est un peu ça là qui est souhaité. Nous mener vers quelque chose de nouveau. À nous d'avoir le bon discernement. D'accord ? Entre les choses. À nous de prendre le recul, de s'informer sérieusement. Pas juste de survoler les choses. À nous de décider. Peu importe. Ouais, t'es pour qui ? Non ? Je ne me présente pas sur votre conflit. Il ne me regarde en aucun cas. Pour certains. Pour d'autres, moi je défends la population palestinienne, mais également la population israélienne. Par contre, au niveau des gouvernements ou au niveau des actions de certains groupuscules, alors là, ne m'en demandez pas plus parce que je ne soutiendrai ni l'un ni l'autre. Vous voyez, c'est mettre en œuvre les décisions. Vérifier les fruits attendus et puis recommencer avec l'expérience en plus et s'informer toujours plus sérieusement, etc. Un processus de discernement. C'est vraiment très important. Parce qu'aujourd'hui, le discernement, il passe en priorité par nos échanges avec les autres. Mais comme nous avons été coupés dans la réalité de nos contacts, des fois avec des voisins ou avec des inconnus au niveau d'un bar ou ce genre de choses, et que tout s'est retrouvé sur Internet, et maintenant, l'objectif de ces politiques, c'est de nous couper Internet, de nous censurer et qu'il y ait qu'une voix universelle, une pensée universelle, et que tout le monde s'engouffre dedans. Par exemple, guerre Hamas-Israël, TikTok, X, Meta, les réseaux sociaux ont été accusés de désinformation par l'Union européenne. On rappelle que Macron, comme ça, c'est pareil. Il travaillait sur la désinformation, sur des lois contre ça. Et puis, il y avait en soutien ces fact-checkers qui, en réalité, ne font jamais le travail. Les fact-checkers fact-checkés, souvent. Vous voyez, qui eux-mêmes veulent attiser la haine. Je pourrais vous reparler d'autres sujets. Donc, Elon Musk, lui, il a répondu à Thierry Breton, à la liste des tweets violant la loi du ministère de la Vérité de l'Union européenne. Thierry Breton donc, a refusé et lui dit que ce sera fait de façon cachée entre lui et l'Union européenne. Vous voyez, ils ne veulent pas de transparence. En fait, ils ne veulent pas que l'on voit ce qui les dérange véritablement dans nos échanges. Musk, lui a dit « Attends, on joue pas les mêmes choses. Moi, j'ai mon entreprise, là, j'ai investi des milliards dedans. Tu crois que tu vas me dire ce que je dois faire dedans ? Et à quel moment je devrais censurer la parole ? Sur quel texte de loi ? Ou en tout cas sur quel manque de sérieux, par exemple. Donc Musk, il a demandé d'être transparent et non opaque. Et là, d'un coup, Thierry Breton, silence radio. Parce qu'en fait, ce qui les dérange, c'est justement que l'on sorte de la pensée universelle des médias tenus par des milliardaires qui, eux, veulent nous influencer et nous faire accepter absolument le sionisme. Entre autres. Donc, dans un prochain direct, la semaine prochaine peut-être, vu qu'il faut d'abord que je vous présente Utopie de Thomas More, mais dans un prochain direct, nous allons voir cet article, pour ceux qui ont la curiosité, du Monde diplomatique, qui se nomme « Comment faire inventer le peuple juif ». Ne restez pas juste aux deux ou trois premiers, comment dirais-je ? Ah, j'ai plus le mot. Bref, paragraphes. Ne restez pas aux 2-3 premiers paragraphes parce que pour certains ça va directement les énerver. Lisez en intégralité cet article. Vous allez voir. C'est fort intéressant. Et si vous voulez continuer la recherche, allez sur The Time of Israel également et lisez leur article « Archéologie des Juifs ont reconstruit Jérusalem après l'exil du premier temple ». Vous allez comprendre pourquoi je fais un lien entre les deux articles. Et je vous inviterai, pour les autres encore plus curieux, à aller consulter donc cet article de Géo, Jérusalem dans les coulisses de la construction du nouveau temple, le troisième temple. Je vous invite aussi à voir où il devrait se situer et comment ça devrait se dérouler. À partir de là, vous allez comprendre la politique qui est en train d'être menée actuellement en Israël, en Palestine, donc le conflit israélo-palestinien, et l'objectif qui se situe derrière avec la tentative de la déstabilisation pour imposer la reconstruction. Je vous laisse sur ça, je vais lire quelques-uns de vos commentaires, mais c'est ce qui arrive donc dans un prochain direct, donc restez à l'affût et n'hésitez pas, pour ceux qui êtes présents, à aller voir d'autres vidéos que j'ai pu créer et où j'ai pu vous partager des analyses. Salutations à toi Nathalie, salutations à Crélancien,
Mes lectures qui me disaient les bracelets qui remplacent, c'est ça les tatouages. Alors, en effet, je pense que tu as peut-être vu ma vidéo, mes lectures sur justement Atali qui parlait de la puce RFID ou ce genre de choses. Et moi, je reprenais ça. J'ai une vidéo qui s'appelle Sous bracelet électronique. En fait, c'est un lien qui est effectué avec les prisonniers qui sont en semi-liberté sous bracelet électronique à la cheville et ceux qui ont pris la montre connectée au poignet, comme c'est inscrit dans Great Reset, donc grand recommencement, grande réinitialisation de Klaus Schwab. Dedans, il est inscrit ça, où on passera sous montre connectée. Ce qui est également mis dans le projet de loi, enfin en tout cas, dans le projet de vérification des possibilités technologiques pour lutter contre le Covid, en fait pour nous surveiller. Le rapport de Sénat numéro 673, il me semble. Allez le consulter, pareil, j'ai fait une vidéo dessus où je reprends certains éléments où il était question comme ça de contrôler nos sorties, nos entrées à notre domicile avec peut-être une montre connectée. Comme quoi, ce serait notre jumeau numérique, l'identité numérique. Il y a un livre pour comprendre cela aussi. Tu me diras quel est ce livre. Les adorateurs de Baal, tout à fait Cicéron. À la place de la mosquée Al-Aqsa ou Al-Qods, toi tu me dis. Breton, Monsieur Burching, qui est sur le testament de Bernard Arnault. Tiens, tiens, comme c'est bizarre. T'as plutôt intérêt. Sinon ils te sortent le rayon laser. Après, encore une fois, il ne faut pas omettre non plus que il y a des anti-chrétiens, qu'il y a des anti-musulmans et qu'il y a des anti-juifs. Ça, c'est pareil, il ne faut pas se leurrer. Après, encore une fois, c'est des minorités, mais il y en a certains, vous voyez, avec leur discours qui, et qui les mettent à toutes les sauces. Stop. Voyez. Soyons dans le rationnel. Soyons dans le bon discernement. Très important. Merci à toi, Raph, d'être passé. Merci mes lectures. Crêle l'Ancien. Il y avait Nathalie également. Et il y en a d'autres qui sont passés, qui m'ont mis des commentaires. Alors, je les lirai en replay, comme le chat est toujours accessible. N'hésitez pas, si vous avez apprécié cette présentation et ma prise de parole, à mettre un pouce, à commenter, même en désaccord. Et si le cœur vous en dit, à faire un partage auprès de vos proches ou auprès de d'autres communautés, peu importe. Il nous faut être ramenés à la raison. Ne pas oublier nos valeurs qui doivent être ancrées, que la vérité est la source de notre avenir et que notre victoire est assurée. À très bientôt. C'était Vérité à venir. Mes lectures, bonne soirée. Raph, bonne soirée. Crêle l'Ancien, Cicéron et Nathalie. Il y avait également Zone Jaune, Capitaine qui était là, Carlos, Phoenix qui est passé. Et ça me fait très plaisir que tu sois passé. Il y a eu également Yana, il y a eu Anaïs, il y a eu d'autres personnes encore. Je n'ai pas pu voir tous les messages, mais je vais relire ça en replay. Allez, bonne soirée à tous et agréable week-end.